Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Facette, un podcast destiné à tous les curieux et curieuses du monde vétérinaire. Bonne écoute! Tri, je suis ravie qu'on se retrouve pour discuter. T'es vétérinaire depuis plus Alors, de 30 je ans? suis sorti, oui, moi, de l'école de Toulouse en 91. Donc, effectivement, ça va faire 33 ans 33 bientôt. ans, c'est un gros morceau. Je pense Mhm. que j'ai même sûrement du mal à me rendre compte de combien c'est, parce que c'est quand même plus que ma propre vie. Tu verras que ça passe vite. J'imagine bien qu'il a dû s'en passer des choses dans ce laps de temps. Est-ce que les trucs qui te plaisent dans ce que tu fais aujourd'hui sont les mêmes que ce qui t'a attiré au début de ton exercice? Alors, hors micro, on a eu l'occasion d'en parler. Je n'ai pas une vraie vocation de vétérinaire, hein, sachant que je suis plus devenu vétérinaire parce que on m'a dit, tiens, bah, pourquoi tu ferais pas ça? Que j'ai suivi après les rails et puis je me suis retrouvé dans un premier temps à me dire je suis pas très sociable, donc je vais pas trop faire de la clientèle, donc à m'orienter vers la recherche, à trouver en faisant de la prophylaxie que en définitive le contact notamment avec les paysans était sympa. Et donc au tout départ je me lançais dans quelque chose que je ne connaissais pas du tout, et puis j'en suis arrivé effectivement à bien apprécier d'abord la pratique rurale, et puis à trouver quand même au bout de 30 ans de carrière toujours de quoi satisfaire, enfin de quoi être toujours content de faire mon métier, de me lever le matin pour aller au boulot, quoi. Qu'est-ce qui te motive, si c'est pas la vocation à l'origine? Qu'est-ce qui maintient Bah, l'envie d'y aller? la diversité du travail, hein, qui permet à la fois d'être médecin, chirurgien, dentiste, puis également en tant que vétérinaire mixte, de pouvoir dans la même matinée faire une césarienne de vache et une ovario de chatte, hein, ça c'est quelque chose qui est enrichissant. Et puis effectivement, ça reste un métier scientifique où la connaissance évolue, ça c'est stimulant déjà. Et puis pour moi, il y a le défi clairement de la relation humaine qui est le domaine sur lequel j'ai le plus de difficultés, quoi. La difficulté avec le contact humain, donc j'imagine sous-entendu avec les clients, ou c'est Oui, c'est ça. Disons que le défi, il y a parfois le fait de travailler en équipe, pas toujours simple non plus, parce que il y a effectivement, quand on est membre d'une équipe, quand on a aussi des gens sous sa responsabilité, on a à gérer des conflits. Ça peut arriver. Heureusement, notre équipe, je pense, est quand même assez harmonieuse, hein. Malgré tout, le problème reste surtout effectivement avec les clients, hein. Je pense que je ne suis pas le seul à avoir ce type de problème, et en particulier les gens qui rêvaient d'être vétérinaires, pensaient soigner des animaux et ne se rendaient pas compte que ce qu'ils allaient avoir à gérer serait surtout en fait une relation avec une personne, hein, qui est celle qui amène l'animal, celle qui prend les décisions de savoir si on va payer ou pas pour faire les soins, quoi, hein. C'est ça à mon avis, pose le plus de problèmes. Et ça a été une découverte en commençant à travailler à force d'être confronté justement à la clientèle, ou tu l'avais pressenti même par exemple pendant les cliniques de l'école, ou en allant en stage peut-être avant l'école ou aux premières années d'école, Non, que ça allait ouais. être un défi justement? En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu, comme de la même façon que j'ai découvert le métier, hein, c'est-à-dire ça m'est un peu tombé dessus, parce que pour moi, quand j'étais étudiant, je vivais au jour le jour. Pour moi, quand je suis arrivé à l'école, j'étais tout content déjà d'avoir intégré. Je sortais 2 ans de prépa, donc 2 ans de vie de moine, et je me suis lâché, on va dire. J'ai profité de la vie de l'école, et puis pour moi, la pratique, l'exercice du métier, c'était une perspective assez lointaine et assez abstraite. Et en fin de compte, quand ça m'est tombé dessus, pareil, je me suis adapté un petit peu au jour le jour, et je dirais c'est pas quelque chose auquel j'ai vraiment eu le temps de réfléchir. Et au départ, j'ai surtout paré au plus pressé, c'est-à-dire
essayer de pouvoir faire mon métier le mieux possible, que les gens me fassent confiance, et petit à petit, voilà, c'est quelque chose qui s'est mis en place au fur et à mesure, quoi. Ok. Je pense à une anecdote par rapport au défi que ça peut être le contact avec les clients. Il y a, c'est une anecdote que j'avais entendue être racontée. Et c'était une dame qui était venue faire euthanasier son chien après avoir fait, je crois, plus d'1 heure de route. Et donc, je sais plus si c'est toi qui l'avais reçu ou un autre veto. Le veto avait demandé pourquoi autant de route. Il y avait sûrement un vétérinaire plus proche. Et elle avait dit qu'elle venait voir les meilleurs, globalement. Je crois que je sais pas si Mhm. c'est ces mots exacts. Et pour finalement, à la fin de cette histoire, laisser un avis sur Google Oui, assez effectivement, catastrophique. c'est moi qui te l'ai raconté, hein, cette histoire. En fait, c'est effectivement une dame que je qualifierais, pour être poli, de compliquée, quoi, qui, bon, dans le temps, habitait pas loin, puis déménageant, avait décidé de rester, de venir chez nous. Pour ça, elle faisait effectivement plus d'1 heure de route et avait demandé l'euthanasie de son animal. Et le problème, c'est qu'elle avait changé d'avis par rapport à l'incinération de son chien, et elle avait changé d'avis alors que ça avait 3 jours qu'il était congelé. Elle a demandé à récupérer le corps. Bon, on s'est donné la peine de sortir le chien du congélateur, mais on imagine bien que le chien qui sort du sac qui a été mis dans le congélateur, il n'a pas forcément une position normale, etc. Et elle nous a, on va dire, agonie d'injures, effectivement, sur Google, en nous mettant une étoile, et puis en disant que on avait grosso modo pulvérisé le cadavre de son chien, alors qu'il était simplement un petit peu déformé par le fait d'avoir été mis dans un sac. Bon, c'est pas forcément moi qui ai ressenti la chose le plus violemment, hein, mais mes collègues l'ont aussi assez mal pris. Et je trouve effectivement, bah, pas que c'est révélateur, mais disons que, parce qu'heureusement ce genre de personne est assez rare, mais disons que c'est révélateur, oui, de la disproportion entre notre volonté de bien faire et la façon dont les gens réagissent. Je pense que ça, c'est Mm. un grand facteur de souffrance pour certaines personnes dans le métier, quoi. Certaines consoeurs et certains confrères, quoi. Le fait d'essayer de faire quelque chose, mais de ne pas voir le résultat escompté. Et que les gens ne perçoivent pas ça comme... Quand je suis arrivé ici à Commercy, j'ai Jean-Paul, l'ancien dont je prenais la place parce qu'il partait à la retraite, là, qui m'a dit de toute façon, tu verras dans ta carrière, tu seras félicité pour les conneries que tu as faites et tu te feras engueuler alors que tu as bien travaillé, quoi. Ouais, c'est assez vrai. Enfin, c'est pas complètement comme toute caricature, c'est pas toujours vrai, mais ça peut être vrai, effectivement. D'accord, mais c'est un peu... c'est de l'injustice, en fait, d'une certaine manière. Bah Enfin, oui, c'est... oui, oui. Bah il y a effectivement. Je ne sais pas s'il faut nécessairement chercher de la justice dans ce genre de situations. Disons que moi, ce qui surtout, c'est même pas le fait que ce soit juste ou injuste. C'est pour moi ce qui me perturbe, c'est que c'est surtout absurde. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui me pose souci. C'est quand les gens ont parfois des réactions qui défient la logique de mon point de vue, hein. C'est-à-dire que, et donc c'est quelque chose qui est effectivement assez pénible au quotidien quand les gens ont un comportement qui est, à moi en tout cas, me semble irrationnel, quoi. Mais comment tu réagis dans ces situations? C'est par exemple, ils vont... Enfin, est-ce que tu as un exemple concret, enfin, ou un cas qui te vient à l'esprit de quelqu'un qui a eu une réaction qui te semble absurde et comment tu gères ça? Est-ce que tu es obligé de prendre cette situation absurde et elle ne se résout pas? Enfin, je veux dire, Bah, ça mon, reste là? mon- mon principal problème, effectivement, tout au long de ma carrière, ça a été, face à ce genre de situation, à réagir de façon assez violente, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'en général, le fait que les gens se comportent de façon absurde ou irrespectueuse, hein, c'est pour moi un déclencheur d'énervement, de colère. Et à ce moment-là, il a pu arriver effectivement qu'on ait des situations où on était sur le point d'en venir aux mains. Ça a pu arriver. Je me souviens d'un client qui est arrivé à l'époque où on recevait encore sans rendez-vous le matin, et qui, lui, sous prétexte qu'il était responsable régional de je ne sais plus quelle grosse boîte, là, voulait venir à 8h40 et qu'on le reçoive
et ne pas attendre, parce que lui, vous comprenez, moi je travaille, etc. Je suis une personne importante, et moi je lui ai dit, écoutez monsieur, pour l'instant ça va peut-être changer. D'ailleurs ça a changé entre-temps, hein, enfin depuis, mais là pour l'instant c'est notre façon de fonctionner. Il me semble que c'est à vous de vous adapter à notre façon et pas à moi de changer ma façon de fonctionner, hein. Et je rajoute, écoutez, moi je suis pas musulman, mais quand j'entre dans une mosquée, je me déchausse. Ça lui a pas plu. Et la conversion est arrivée au point qu'il a commencé à avancer vers moi. Et moi, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il me saisisse le col pour pouvoir lui mettre la gueule par terre, quoi. C'était ça. Donc, c'était quelque chose, une situation qui n'était pas. Avec le recul, c'est vraiment idiot d'en venir à presque se battre, mais disons qu'il y a eu plusieurs fois des situations comme ça euh, où les choses ont failli dégénérer et où j'étais content en définitive que ça ne dégénère pas a posteriori, mais sur le moment, voilà. J'étais pas toujours dans la diplomatie, on va dire, et la mesure dans ce genre de choses, quoi. Ok. Et qu'est-ce qui a fait que maintenant ça a changé? Parce que c'est en discutant avec des collègues. Bon, déjà, effectivement, c'est bien sûr, c'est quelque chose qui n'était pas facile pour mes collègues, d'un côté, de faire des efforts pour développer une clientèle, et puis d'avoir de l'autre quelqu'un comme moi qui, à l'occasion, pouvait donner l'impression de s'aborder un petit peu ce travail-là, hein, parce que moi, c'est vrai que j'ai pour devise que c'est pas parce que les gens me paient que nécessairement tout leur est permis. Il y a certaines personnes, à partir du moment où elles me manquent de respect ou qu'elles ont un comportement qui ne me plaît pas, que je considère qu'elles sont mieux ailleurs. Hein, ça c'est pas forcément un avis qui est partagé avec mes associés, hein. Je crois que tu dois discuter avec Christophe là bientôt. Il te dira sans doute que on peut pas virer tous les cons, hein. Ça c'est sa devise. Et il a raison dans une certaine mesure, mais voilà, moi je serais plutôt à dire un con est mieux ailleurs. Après, tout dépend de la définition qu'on a de ça, hein. Et pour répondre à ta question concernant comment j'en suis sorti, bon, effectivement, j'ai fini par prendre en compte quand même l'avis de mes collègues et puis de me rendre compte quand même que c'était quelque chose qui nuisait fortement à ma réputation d'une part, et puis d'autre part, après j'en ai éprouvé des remords. C'est quelque chose qui est jamais... Enfin, en fait, la colère, l'énervement, quelque chose comme ça, c'est délétère. Ça finit toujours par créer des tensions, des ruminations, parce que je peux te dire que des événements comme ça, après j'y pensais pendant des jours, si ce n'est des semaines, et ça finissait par me miner. Et en définitive, c'est à la fois, enfin, le travail a commencé en fait par la pratique des arts martiaux, qui dans mon parcours présente vraiment une importance capitale, je dirais, hein. C'est quelque chose, je disais parfois à ma psy, parce que ça fait aussi partie des choses que j'ai entrepris de suivre une psychothérapie là, depuis la fin du confinement, depuis 4 ans. Je considère que dans une certaine mesure, c'est quelque chose qui m'a sauvé la vie. Ah oui, c'est très fort comme observation, comme Ouais, constat. oui, parce que bon, là, actuellement, au moment où on parle, je suis en train de réfléchir sur l'organisation d'un mini-stage dans le cadre d'un week-end qui s'appelle le Vet Boost Day, et dans lequel, non, alors j'ai le statut à la fois de participant, hein, c'est-à-dire que j'ai payé ma place pour pouvoir assister à ça, et puis j'ai eu l'idée de dire, tiens, pourquoi je ne présenterais pas un petit atelier euh, concernant les liens entre les principes des arts martiaux et le bien-être, parce que c'est quelque chose que je suis en train de découvrir, enfin pas de découvrir, mais qui vraiment se met en place dans mon parcours, et c'est important. Alors la première étape de ça a été de de me rendre compte que le relâchement de l'esprit déjà passe par le relâchement du corps. En particulier, on parle souvent, c'est un mot valise, hein, de lâcher prise. Et déjà, quand on est tendu et inquiet sur le plan mental, on a la plupart du temps des tensions sur le plan physique. Et miracle, le fait de relâcher les tensions sur le plan physique, hein, je dis bien par exemple,
mes épaules sont tendues, j'apprends à relâcher mes épaules, à me tenir d'une façon où j'ai pas mal au dos, etc. Et où je peux passer 1 heure devant l'ordinateur sans avoir les cervicales qui sont tendues, etc. Mhm. Ça s'accompagne d'un relâchement aussi au niveau mental. Hein. Ensuite, il y a un autre plan dont on parlera éventuellement dans les arts martiaux, hein, qui m'a aussi aidé, qui était aussi décisif. Hein. Oui, Tu veux que je développe ça? ouais, Ouais. bien sûr. Ça fait plus de 20 ans que je fais de l'aïkido. Et puis en fait, l'aïkido, c'est une pratique qui est super abstraite, avec très, très théorique, très chorégraphique, très, très codifiée. Et surtout, je vois beaucoup, sans viser particulièrement quelqu'un en particulier, hein, mais je vois beaucoup de gens qui sont des hauts gradés. Le fait d'être haut gradé n'en fait pas nécessairement des personnes plus intéressantes pour autant. Hein. On va dire ça de façon diplomatique. De façon moins diplomatique, puisque je suis aussi connu pour être direct, c'est pas parce qu'on a une ceinture noire d'aïkido qu'on n'est pas un con pour autant, quoi. Hein, voilà. Et donc, en fait, c'est le fait de sortir un petit peu de l'aïkido. Bon, j'ai aussi fait du karaté. Mais alors, le karaté, le problème, c'est que quand je sortais de là, j'avais envie de casser la gueule à tout le monde. Donc, ça m'a pas, je dirais, calmé. Mais par contre, c'est le fait de m'intéresser réellement à l'application de la violence, aux implications et aux applications de la violence dans la vie réelle. Hein, c'est-à-dire de m'intéresser à quelque chose que j'ai appelé la self-défense, qui m'a permis de voir en premier lieu, ce que je risquais à me comporter de la façon dont je me comportais. Hein. Ça, je ne crois pas te l'avoir raconté, hein, mais il y a une douzaine d'années, quand j'étais à Paris, je crois qu'on était à la veille de notre départ au Vietnam. Ouais, donc c'était plutôt 14 ans, hein, maintenant. J'étais dans une rue à Paris et je traversais, sortant de la pharmacie, et sur un passage pour piétons, un gars me fonce dessus. Comme font certains Parisiens encore. Hein. Et bon, bien sûr, obligé de reculer, mais ce qu'il y a, c'est qu'au passage, je donne un coup de pied dans la voiture. Le gars descend, et moi j'avais les mains prises, j'avais un carton à dessin sous un bras et un sac de course de l'autre. Et je suis simplement, rien qu'à discuter avec lui, parce qu'il voulait me taper sur la tête, je lui ai dit, bon, vas-y, tape le premier, mais je te préviens, je suis ceinture noire de karaté. Et tu frappes le premier, après c'est à moi. Et le gars est remonté dans sa voiture, il est parti. La leçon que j'ai tirée de ça, c'est que je suis complètement crétin, parce que le gars, j'aurais pu prendre un coup de couteau. Hein. Donc c'est en définitive le fait de me rendre compte, justement en faisant la self-défense, des choses comme ça, de la réalité de ce que peut être la violence de rue, donc en me documentant sur les agressions, comment elles arrivent. Il y a des gens qui se font bêtement tuer comme ça, pour des altercations comme ça, hein, que je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je me calme. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a quelque chose qui est très très important dans la notion de self-défense, qui repose sur la notion légale de légitime défense. C'est la proportionnalité entre l'attaque et la façon dont on se défend. Autrement dit, si quelqu'un me bouscule, on peut dire qu'il m'a agressé, mais si je réponds en lui fracturant la mâchoire, à ce moment-là, c'est moi qui suis en tort. C'est lui qui a commencé à m'agresser, mais moi, en répliquant de façon disproportionnée, c'est moi qui deviens l'agresseur, donc légalement, je suis passible d'une condamnation. D'accord. Donc, cette notion aussi de proportionnalité, je dirais, entre l'agression et la réponse, c'est quelque chose qui peut paraître évident, hein, quand on l'énonce comme ça, mais moi qui m'était assez étranger. Hein, c'est-à-dire, moi j'étais capable d'engueuler les gens parce qu'ils arrivaient en retard, d'engueuler les engueuler parce qu'ils arrivaient sans rendez-vous. Et en définitive, j'ai fini par me rendre compte, que les gens ne le faisaient pas pour m'embêter, donc il n'y avait pas de volonté de le faire, et que si j'y prenais garde, en définitive, ça ne m'embêtait pas tant que ça, hein, parce que souvent, il m'est arrivé d'engueuler les gens par principe, parce que, vous comprenez, là, vous arrivez en retard, je peux vous recevoir, vous arrivez sans rendez-vous, là, je peux vous recevoir, mais imaginez que vous soyez venu au moment où je ne peux pas vous recevoir. Donc, tu vois, c'était souvent ça, la logique. C'était hypothétique. Voilà, hypothétiquement, ça aurait pu me déranger, donc je vous engueule. Donc c'est ce genre de comportement, disons que c'est une remise en question des schémas de réaction. Alors pour moi, c'est les arts martiaux parce que c'est quelque chose de concret.
Et puis, je te dis, c'était ce que je vais essayer de démontrer dans l'atelier que je vais animer là, dimanche prochain. C'est effectivement complètement applicable dans la vie courante. Hein. C'est-à-dire que si on modifie sa façon de se tenir, de marcher, etc., on peut parvenir à améliorer sa santé, tout simplement, d'avoir moins mal au dos, d'avoir moins de soucis de ce point de vue-là. Et puis, accessoirement, je dirais, ça peut servir aussi à se défendre. Donc c'est l'apprentissage qui provient des arts martiaux et qui est applicable dans la vie courante, c'est le relâcher. Oui, alors Ou c'est aussi la c'est aussi proportionnalité. quelque chose, parce que je fais aussi un petit peu de musique, et si tu veux, le fait de chercher à être placé convenablement, à respirer convenablement, et puis à se tenir bien, ça permet aussi de mieux chanter, ça permet tout un tas de choses. Je pense que c'est transposable dans n'importe quelle discipline. Hein. Il se trouve que ça me semble intéressant dans notre profession où on est aussi, comment dire, on en a parlé au tout début, déjà agressé par certaines personnes qui sont en situation de stress. Plus il faut payer, donc ils peuvent ne pas être plutôt dans leur état normal. Hein, c'est une chose. Hein. Et puis, on est aussi confronté à des animaux qui peuvent nous botter, nous griffer, chercher à nous mordre, etc. Hein, donc, chaque vétérinaire, en fait, est confronté à des dangers, des conflits potentiels dans sa pratique quotidienne. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire attention. Vétérinaire, c'est un métier dangereux, hein, qu'on soit canin ou rural. Hein. L'un de mes premiers patrons, un homme que j'appréciais beaucoup, hein, qui s'appelait Michel Vimard, à Périgueux. Il portait une moustache et une barbe. Et sa moustache cachait une cicatrice d'une morsure au visage qu'il avait prise. Je crois qu'il avait eu quelque chose comme 15 points de suture parce qu'il avait eu la lèvre fendue. Hein. Ah oui. Je ne connais aucun vétérinaire, sauf peut-être une ou deux personnes qui sont hyper précautionneuses, mais je crois qu'il n'existe pas un vétérinaire qui se soit jamais fait mordre ou griffer. Il n'y a aucun vétérinaire rural que je connais non plus qui ait jamais pris un coup de pied. Donc c'est un métier dangereux. Et en fait, l'une des préventions, en tout cas, tu as peut-être pu le voir aussi en consultation, ma façon de gérer les chats pour lesquels j'ai une affection particulière, c'est une façon très douce, hein, c'est-à-dire de les prendre vraiment, de laisser faire ce qu'ils veulent, de prendre le temps d'entrer en contact, de créer un lien de confiance, hein, donc de leur faire sentir que, à la fois d'essayer de rentrer en contact avec eux pour dissiper le stress, et à la fois de leur faire sentir que moi je suis calme. Hein. Et donc pour les chevaux c'est à peu près pareil. Pour moi l'approche de ces deux grands stressés que peuvent être les chevaux c'est à peu près il faut les aborder dans le même état d'esprit. Déjà il faut pas être pressé, il faut prendre son temps, et puis ensuite effectivement il faut être relax. Pour revenir à ce que tu me demandais, d'abord, c'est vraiment pas quelque chose d'inné chez moi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. J'ai au départ aucun lien particulier avec les chats que je connaissais pas, les chevaux encore moins. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris à faire. D'accord. Voilà. J'ai un de mes copains de promo là, qui est un des grands spécialistes de l'équine, là, qui s'appelle Fabrice Rossignol, là, qui exerce à la clinique de Grosbois. Il m'a toujours dit, enfin, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais la dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit, de toute façon, avec les chevaux, le temps qu'on perd, c'est du temps qu'on gagne. Et moi, je dirais la même chose des chats. Donc, c'est quelque chose par nécessité, je dirais, que j'ai appris. C'est vraiment pas une disposition naturelle chez moi, mais c'est quelque chose que j'ai développé, on va dire. Hein. Et pour moi, c'est directement en rapport avec ce que je te disais à propos des arts martiaux. Hein. C'est exactement pareil. Le côté de la détente. Ouais, le côté du relâchement qui passe... par déjà un relâchement physique. Hein. Si on est tendu sur le plan physique, de toute façon, les animaux le sentent. En plus d'être tendu sur le plan physique, ça donne un temps de réaction qui est aussi beaucoup plus long. Hein. Donc en cas de morsure ou un animal qui se retourne, ou quelque chose comme ça, on réagit moins vite. Hein. Est-ce que les choses qui peuvent être crispantes dans ce métier, c'est les mêmes aujourd'hui que tu expérimentes par rapport à quand tu as débuté? Est-ce que tu saurais dire ça c'est un facteur de crispation, ça crée de la tension tout de suite? Tu as donné un peu des exemples tout à l'heure. Ta question c'est de savoir si effectivement le rapport à la clientèle
a évolué au cours des 30 dernières années, c'est ça ? Oui, ça peut être ça. Alors, je commencerai par la rurale d'abord. Moi, quand j'ai commencé, ce qui m'a attiré, c'est effectivement la convivialité, parce que j'étais en Dordogne, qui est une région d'abord agréable. Et puis, je l'ai fait une saison agréable, après des débuts particulièrement pas faciles en Vendée l'année précédente. Puis, je suis parti à Périgueux faire une fin de prophylaxie qui était vraiment très sympa, où on mangeait avec les gens, où on rentrait dans les maisons, etc., où il y avait encore des gens qui enlevaient leur casquette et puis disaient bonjour docteur. Pour moi, jeune vétérinaire, enfin même pas jeune vétérinaire, mais jeune étudiant, je me souviens encore de la fois où la première fois où quelqu'un m'a appelé docteur, ça m'a fait drôle. Donc c'était en Dordogne. Et c'est quelque chose qui, non pas se perd complètement, parce qu'il y a encore des gens qui m'appellent docteur, non pas que ce soit important pour moi, je m'en fiche un peu que les gens m'appellent docteur, mais c'est pour dire le respect qu'ils ont, c'est-à-dire qu'on était dans le temps des notables, au moins des gens qui savaient, et des gens respectables en ce sens. Et c'est vrai qu'on est devenu maintenant, avec des éleveurs qui sont devenus chefs d'entreprise, la plupart du temps, qui n'habitent plus à côté de leur ferme et qui ont fait des études, pour certains qui peuvent être ingénieurs agronomes ou quelque chose comme ça, ça arrive. Donc, qui ont acquis un niveau de savoir qui est quand même bien supérieur à ce qu'il pouvait être il y a quelques décennies. Et donc maintenant, je dirais, on n'a plus, entre guillemets, ce prestige du savoir et du sachant qu'on pouvait avoir. Donc maintenant, on est clairement plus un prestataire de service. Bon, déjà, il y a une convivialité qui est moindre parce que comme avant, on avait des étables qui étaient attenantes aux maisons. Et maintenant, je dirais, les bâtiments d'élevage sont souvent loin des habitations. Et il y a certains clients, je ne sais même pas où est-ce qu'ils habitent. Alors qu'avant, notamment quand j'étais en Ardèche, on poussait la porte de l'étable et on était dans la cuisine. Je caricature pas, c'était vraiment comme ça. Donc ça, c'était quelque chose qui est une évolution normale de la clientèle. Et transposé à la canine, je dirais que c'est à peu près pareil. Ça, c'est sans doute lié aussi aux réseaux sociaux. Tout le monde connaît Dr Google, où les gens, en général, quand ils viennent te voir, ont regardé sur Internet. Il y a une démultiplication par les réseaux sociaux, effectivement, de toutes les conneries possibles et imaginables que tu peux trouver, avec notamment l'engouement pour les croquettes sans céréales ou des choses comme ça, ou la défiance vis-à-vis de certains médicaments comme le Bravecto ou certains vaccins qui prétendument tuent les chiens, etc. Donc tu as les réseaux sociaux et Internet qui servent de caisse de résonance et d'amplificateurs, comme malheureusement dans d'autres sujets, aux fake news et à la désinformation. Et tu as des gens qui arrivent et qui ont des convictions, des certitudes, des certitudes complètement ancrées, et qu'il est très 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 compliqué, très énergivore et chronophage d'essayer de contrarier, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui peut être pénible. Et en ce sens, il y a déjà ce problème que avant le vétérinaire savait et puis les gens discutaient pas trop, encore que. Mais maintenant, tu as des gens qui ont, comme ils disent, fait leurs propres recherches et qui pensent savoir des tas de choses et qui en sont convaincus parce que c'est marqué sur Internet, donc c'est que c'est vrai. L'autre point sociétal, c'est aussi cette évaluation permanente avec, on en parlait, c'est toi qui as amené cette anecdote, qui partait effectivement pour nous d'un mauvais point sur Facebook, non pas Facebook, pardon, mais Google, qui dans certains cas peut faire de très gros dégâts, effectivement, pour les jeunes vétérinaires. Et on a l'une des vétérinaires avec qui je travaille, que tu connais, Estelle, au début de sa carrière, a eu à faire face à un bashing comme ça en ligne sur les réseaux sociaux, où son nom, son adresse, etc. ont été dévoilés, que ça a été très 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 difficile pour elle. Donc maintenant, ce phénomène effectivement de cyberharcèlement, c'est quelque chose qui était complètement inconnu quand j'ai commencé. Et je crois que réellement, ça a un effet qui est majeur dans le mal-être également des jeunes vétérinaires actuellement. Des jeunes en particulier, tu trouves, dans ce que tu observes? Des jeunes, parce que nous autres anciens, on peut avoir, je dirais, la consolation de la réputation qu'on s'est déjà créée. C'est-à-dire que moi maintenant, il y a des choses que je peux me permettre dans certaines fermes parce que les gens savent que je suis capable, et ça fait plus de 20 ans que je suis là maintenant en Lorraine. Donc la dernière fois, j'ai un veau que je réussissais pas à sortir malgré tous mes efforts. Et puis je ne comprenais pas pourquoi. Et ça m'embêtait de faire une césarienne parce que ce veau me paraissait pas très gros, mais j'arrivais pas à le tourner. J'ai même essayé un outil qui s'appelle le Gene Stick. Je ne sais pas si je t'ai montré ça.
C'est pour Ça marchait détordre pas. les Ouais, c'est ça. matrices. C'est une espèce de tige en plastique qui sert en fait d'axe. Tu t'y rajoutes une barre métallique qui te permet de faire comme un volant, si tu veux. Et Comme un tu attaches tourniquet. sa patte et ça tourne. Je ne suis pas du tout arrivé à faire tourner mon veau qui était sur le dos. J'ai fait une césarienne. Bon, il s'est révélé en l'occurrence que c'était le seul veau à 2 têtes que j'ai eu dans ma carrière. Mais ce qui m'a fait plaisir, tu vois, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter, l'éleveur m'a dit oh bah de toute façon, je vous fais confiance, je sais que si vous n'y êtes pas arrivé, aucun de vos collègues n'y sera arrivé. C'est toujours, toujours agréable Oui, c'est à très entendre, hein, gratifiant. donc, mais c'est pas pour me dire voilà, je suis le meilleur vétérinaire du monde, parce que loin de moi cette idée, mais voilà, c'est pour dire qu'à partir du moment où tu as acquis voilà, une certaine réputation, tu peux un petit peu te reposer dessus. Chose que n'ont pas les jeunes vétérinaires qui sont en période de doute, d'apprentissage, de construction de leur confiance. Et leur confiance, comment peut-elle se construire si, au fur et à mesure qu'ils essayent, il y a des gens qui la leur sabordent en leur foutant de mauvaises appréciations, hein. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important et très difficile. Moi, je ne sais pas trop comment j'aurais réagi, effectivement, Mm. jeune vétérinaire, si en plus des doutes que j'avais en commençant, j'avais eu à me taper comme ça des appréciations du lynchage numérique ou des choses comme ça, quoi, hein. C'est quelque chose qui est très très compliqué à gérer. D'accord. Et cette période de doute et où on est encore trop jeune pour savoir qu'on sait faire plein de choses, qu'on assure, cette période-là, tu dirais qu'elle dure combien de temps? Alors je pense que déjà c'est hyper variable Mhm. en fonction des gens. Ça dépend aussi de la personnalité de départ. Et moi j'ai connu des gens qui étaient de toute façon, quoi qu'il arrive, sur deux, il pourrait leur arriver quoi que ce soit. C'est aussi, et ça dit sans aucun sexisme, je pense que socialement, les femmes sont conditionnées pour être moins sûres d'elles, hein. C'est pas quelque chose de biologique, hein, c'est quelque chose de social. Et donc le fait voilà, d'être sûr de soi, c'est quelque chose qui est plus l'apanage des hommes, hein, sachant que la virilité est souvent liée avec le fait d'être sûr de soi. Et donc les femmes, socialement, sont plus amenées à être un petit peu en retrait, hein, par rapport aux hommes. Là, actuellement, il y a un terme anglais qui est à la mode, c'est le mansplaining, hein. L'homme, il va toujours être capable de t'expliquer voilà, pourquoi tu as mal, ou comment tu devrais gérer tes règles, des choses comme ça, hein. Ou comment tu devrais gérer ton accouchement, ou des machins comme ça, hein. Et je crois que sociologiquement, le fait que maintenant la plupart des jeunes vétérinaires soient des femmes joue aussi là-dedans, hein. Bon, ta question, c'était de savoir combien de temps. Oui. Combien de temps là, malheureusement, oui, ce sont des facteurs. Moi, je dirais, en moyenne, ça c'est purement à la louche et personnel, je dirais 5 ans, en moyenne. Oui. Après, c'est quelque chose qui est complètement variable. À mon avis, pour être vraiment, vraiment à l'aise, je dirais 5 ans, parce que c'est à peu près la période que moi, enfin, le temps que moi, il m'a fallu pour commencer à me sentir à l'aise en rural, dans une clientèle, en ayant commencé complètement novice, etc. Bon, j'irais par D'accord. rapport à ce que je vois autour de moi d'assurance, c'est à peu près ça. Maintenant, bien sûr, c'est comme tout, hein, c'est une courbe de Gauss. Donc, tu as des gens, ils sortent de l'école, bah, ils savent. Et puis, tu as des gens, ils ont 20 ans d'expérience et ils sont toujours en train de douter d'eux-mêmes. Oui, je pose la question, même, je vais prendre la réponse avec la latitude, hein, parce que comme tu as dit, il y a des variations entre individus. Mais c'est sûr que ça m'intéresse d'avoir une idée, parce que je me dis 5 ans, en fait, c'est la durée d'école. C'est comme si je recommençais une nouvelle fois l'école. Alors, c'est pas du tout les mêmes conditions, c'est pas la même vie, c'est pas le même quotidien ni rien, mais ça donne une idée du pas de temps que c'est. Bah, pour moi, si tu veux, le métier de vétérinaire, hein, c'est comme tout métier. Un pilote de ligne, il doit avoir des heures de vol pour être considéré comme opérationnel, pouvoir en toute sécurité mener son avion à bon port. Pareil, un vétérinaire, normalement, doit avoir des heures de vol pour pouvoir avoir géré suffisamment de situations. Bon, il ne faut pas se cacher que, malgré toutes les bonnes volontés de vos professeurs, qui, je le sais, à Toulouse, sont forcément excellents. Il y a plein de gens de ma promo parmi le corps enseignant de Toulouse, hein, donc
Je le dis d'autant plus volontiers. Mais donc, malgré ce bon enseignement, en sortant de l'école, on n'est quand même pas opérationnel. Hein, sachant que l'un de mes profs, qui s'appelait Keinec, là, prof de zootechnie, disait en fait à l'école vétérinaire, vous apprenez pas le métier, vous apprenez à apprendre le métier. Hein. Je crois qu'un progrès considérable quand même a été fait avec des périodes de stage obligatoires qui sont beaucoup plus nombreuses que nous on avait il y a une trentaine d'années. D'accord. Donc ça c'est bien, je pense. Mon message aux jeunes étudiants qui écouteraient ce podcast, c'est quand vous êtes en stage, profitez-en, tannez vos maîtres de stage pour apprendre le maximum de choses, demandez-leur, poussez-les dans le retranchement. Il faut vraiment profiter de ces périodes où vous avez quelqu'un à côté de vous pour essayer d'apprendre. Alors sachant qu'on ne prend pas toujours le temps de le faire parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on considère que la personne sait déjà le faire, ou on considère que voilà, ça c'est encore un petit peu difficile. Tannez-les par rapport à ça, parce que c'est toujours ça de prix qui sera moins difficile à faire quand vous vous retrouverez face aux clients, aux propriétaires de chiens ou à l'éleveur de vaches. Donc on s'est tous retrouvés dans ces situations-là, hein, c'est compliqué. On acquiert effectivement des points d'expérience comme dans un jeu vidéo et des points de confiance pareils. Après on a un capital ou pas, hein, d'ailleurs, parce que le problème c'est qu'il y a certaines personnes, ils ont beau acquérir de l'expérience, continuent à douter. Et sur les groupes professionnels, tous les jours, enfin pas tous les jours, mais toutes les semaines, tous les mois, on lit des témoignages de gens qui doutent d'eux-mêmes, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, et finissent par laisser tomber le métier ou, il faut le dire également, se suicider, hein, puisque ça fait partie des grandes plaies du métier. Hein. Tout le monde sait maintenant qu'on est quand même l'une des professions où il y a le plus fort taux de suicide. Hein. Hmm. Et ça, est-ce que c'est quelque chose dont tu avais entendu parler au début de ta carrière ou peut-être même pendant tes études, où ça n'existait pas, où on n'en parlait pas, et c'est assez récemment que tu as découvert l'ampleur Alors, de notre ouais. profession Alors c'est vraiment quelque chose dont on n'entendait pas du tout parler quand moi j'étais étudiant, voire même jeune vétérinaire, et qui est arrivé après que j'ai découvert, je dirais, en mettant le pied dedans. Par contre, je pense qu'il s'est aggravé aussi au cours des années. Parce que moi, vraiment, quand j'étais étudiant, on ne parlait pas encore de mal-être, même étudiant. Hein. C'est-à-dire que nous, on était tout contents d'avoir intégré la prépa. Et, bon, même s'il y avait certainement des gens qui n'étaient pas bien dans leur peau, dépressifs ou quoi. J'ai entendu parler des premiers suicides d'étudiants quelques années après être sortis, mais pas très longtemps après. Et il semblerait que le phénomène se soit amplifié après. Bon, la question se posait, est-ce que la prépa brise les gens, ou est-ce que notre mode de sélection favorise certains profils psychologiquement fragiles? J'ai pas la réponse à ça. Hein, mais ma piste de réflexion, étant donné que tu le sais, dans notre clinique à Commercy, on a été directement impacté, puisque il y a 15 ans, presque jour pour jour, là, on a eu le suicide de Thierry Listler, qui était mon ancien, là, quand l'ancien que j'ai remplacé, Jean-Paul Charlier, est parti à la retraite. Donc c'était Thierry qui était notre ancien, qui avait 13 ans de plus que moi. Hein. Et donc, nous, on a été directement confrontés au suicide de l'un d'entre nous. Et depuis cet événement, qui est un choc vraiment terrible, j'ai vraiment cherché à comprendre le pourquoi, enfin le mal-être des vétérinaires, et je crois que c'est aussi sur le groupe SPQVA dont je suis co-administrateur qu'on a pris contact, hein, puisque toi et moi, eh bien, on a mon frère Douane qui a créé le groupe et moi avons pour but aussi de contribuer à comprendre et à essayer de soulager dans la mesure de nos modestes moyens ce fléau, hein, parce que là il faut bien parler d'un fléau là, qui est le mal-être et le suicide des vétérinaires. Là, je viens de voir qu'un de mes anciens piqueurs là, avait encore perdu une troisième personne ou une quatrième personne dans sa promo. Quoi. Alors que c'est un gars qui a 35 ans. Quoi. C'est quelque chose qui est terrible. Et bon, je ne mets pas le logo Not One More Vet sur mon profil Facebook parce qu'à mon sens, ça sert à rien du tout. Mais je comprends ceux qui le mettent et je compatis. Je compatis.
Et est-ce que la création du groupe SPQVA a eu l'effet escompté? Enfin, est-ce que tu arrives à savoir si ça soulage des personnes, si ça donne des réponses par rapport aux causes probables, possibles de mal-être? Alors, ce qui est sûr, et les premiers témoignages qu'on a eus, c'est que ça fait beaucoup de bien aux gens pendant la période de confinement. Ça a créé un esprit de famille. Ça a permis à pas mal de gens, et j'ai plein de témoignages dans ce sens, effectivement, qui étaient isolés par le confinement, de changer les esprits avec les challenges stupides, de faire sauter les animaux au-dessus de rouleaux de PQ ou des choses comme ça qu'on avait mis en place. Hein. Il y a des gens qui ont fait des choses exceptionnelles. Là, quelques mètres de moi, j'ai le calendrier que Elodie, l'une des membres du club, avait fait avec son copain. Là, ils ont détourné des affiches de films, des choses comme ça, et ils se sont remis en scène dedans, ou des tableaux célèbres, des choses comme ça. Ça, c'était vraiment marrant, des choses comme ça. Bon, bien sûr, il y avait les chorégraphies délirantes de mon frangin. Voilà, on a tous montré des choses, des talents. Donc ça, c'était l'idée de mon frère, était vraiment une idée que je n'hésite pas à qualifier de géniale, puisque c'est pas moi qui l'ai eue. C'était vraiment une super idée parce que ça a créé quelque chose. Ensuite, bon, le groupe a évolué avec une maturité et maintenant c'est plus quelque chose effectivement qui évolue vers un fourre-tout, même si le noyau de base est toujours présent. Mais là actuellement, dernièrement, on a aussi à gérer quelques petits conflits internes avec le grand thème actuellement, c'est est-ce qu'il faut limiter l'humour? Bon, apparemment, c'est pas propre à notre communauté, quoi. Limiter l'humour dans le sens, la bonne vieille question, peut-on rire de tout? Voilà, c'est ça. La D'accord. question, c'est peut-on rire de tout? On est plus spécifiquement dans la réflexion sur la profession. On est sur une réflexion sociétale où maintenant, on est dans une société où l'offense est vraiment devenue quelque chose d'important. Hein. Donc, on a vu apparaître, moi j'ai vu apparaître, comme toi, qui est plus jeune, mais je ne pense pas que tu connaissais ça il y a quelques années. Hein. Le wokisme, on n'en parle que depuis très peu de temps. Et c'est quelque chose, effectivement, qui pour moi est pas clairement tranché. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a de bons côtés. Hein. Bon côté étant le mouvement MeToo, par exemple, hein, et le mauvais côté étant une partie de la cancel culture qui voudrait qu'on on remplace certains mots par d'autres. On peut plus dire le bon gros géant. Dans les œuvres de Roald Dahl, il faut dire le géant, hein, parce que gros, c'est oppressif et ça stigmatise, donc on peut plus, quoi. Donc on en vient parfois à des choses qui sont, à mon sens, ridicules. Oui, donc le SPQVA étant un groupe social, pas juste un groupe de vétérinaires. C'est un groupe peut-être même avant tout social, puisque c'est des gens qui discutent et qui postent des choses. Naturellement, ça amène à des débats et des questions plus sociales que vétérinaires. Disons qu'on aimerait bien que ce groupe reste ce qu'il est, c'est-à-dire un lieu d'amusement et de convivialité à l'abri des grands débats. Donc on essaye d'éviter de parler de politique. On a remarqué que le sujet du féminisme aussi conduisait à des batailles rangées, donc on essaye d'éviter ce type de sujet. On a remarqué que le sujet du véganisme créait des débats avec des camps tellement irréconciliables qu'il n'y avait pas de discussion sereine possible. Donc, il y a aussi les médecines alternatives. C'est-à-dire que si tu commences à parler d'homéopathie, de choses comme ça sur le groupe, essaye de voir un peu ce que ça va créer. C'est des choses où les tenants de ces pratiques sont aussi convaincus qu'ils ont raison que leurs détracteurs. Et donc, à partir du moment où tu as deux camps qui sont persuadés qu'ils ont raison, tu n'as aucune discussion constructive possible. Donc ça commence à faire beaucoup de sujets qu'on ne peut pas aborder. D'accord. Donc le lien et les postes en rapport avec le mal-être des vétérinaires, ça est venu plus tard, c'est venu avec le temps. Ouais, alors, au départ, mon frère se disait, bon, on va se retrouver 30 sur le groupe, qui était un groupe ouvert au départ. Je crois en 3 jours, on était 2 ou 3 000. Enfin, ils étaient, parce que moi, j'étais pas sur le groupe à sa création. Et sachant que j'avais une expérience dans la modération, dans tout à fait d'autres domaines, Doane m'a appelé en me disant, bon, est-ce que tu voudrais pas venir m'aider à administrer le machin? J'ai fini par accepter pour lui faire plaisir. Je me suis pris au jeu. Et puis bon, on avait tellement de monde que le groupe a ensuite été fermé et réservé alors d'abord aux vétérinaires ASV
et personnel soignant, parce que si tu te souviens, c'était la période où on sortait sur les balcons le soir à 20h pour taper sur des casseroles, applaudir le personnel soignant. Hein. Donc on avait encore le personnel soignant. Ça finit après progressivement par se réserver aux vétérinaires et ASV. Et maintenant, on est quand même pas loin de 10 000, dont certainement peut-être 1 000 ou 2 000 personnes qui ne sont pas vétérinaires et qui sont des historiques, dont certains sont devenus malgré tout des piliers du groupe. Hein. D'accord. Okay. Et ensuite, il y a eu, Ordoine m'a dit, est-ce que ce serait pas mal déjà d'ouvrir aux autres talents? J'ai dit, ouais, bof. Ouais. Et en fin de compte, encore une fois, c'était lui qui avait raison, parce que du coup, ça a permis aux gens qui faisaient de la couture, qui faisaient des dessins, etc., de montrer ça. Et puis en fin de compte, effectivement, c'est devenu, aussi, comme il y avait une communauté, etc., un lieu où les gens commençaient à parler de leurs problèmes. Et où on a essayé, alors c'est un peu, je dirais, un pendant d'un groupe qui s'appelle Veto Entraide, hein, qui existe aussi, qui fait du bon boulot. Hein, donc je ne fais pas partie parce qu'on ne peut pas être partout. C'est un petit peu ce rôle aussi, je dirais, de communauté bienveillante qu'on a essayé de mettre en place, alors qui n'est pas toujours facile parce que c'est une micro-société, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, parfois ils se tapent dessus, et puis le rôle de modération, c'est quelque chose qui est passionnant. Moi je dirais ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse parce que ça pose des questions. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien se poser des questions. C'est un rôle de juge Ah non, ou pas? je dirais c'est un rôle de médiateur. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut... alors c'est clairement un fonctionnement qui n'est pas démocratique. Hein, c'est-à-dire qu'on en plaisante souvent en disant nous sommes, Doane et moi, ainsi que l'équipe de modération. Hein. Voilà, on a un système qui est clairement dictatorial, mais malgré tout, on essaye... d'instaurer quand même un certain droit à la parole des gens qui font vivre le groupe. Hein. Donc on essaye d'être des dictateurs pas trop autoritaires non plus. Quoi. Ok. Est-ce que le fait de t'être rendu compte, peut-être de plus en plus avec le temps, des difficultés du métier et de surtout le mal-être que ça peut provoquer, est-ce que si un de tes enfants avait voulu être veto, tu l'aurais découragé, bon, découragé peut-être pas, mais au moins mis en garde? La question s'est pas posée parce que j'avais un tel rapport à la garde qui était pour moi le fait d'être dérangé au téléphone en urgence, c'était une agression telle que la plupart du temps déjà j'étais agressif au téléphone avec les gens, d'autant plus que si ça me paraissait pas être urgent. Bon, j'ai jamais envoyé balader quelqu'un qui m'appelait pour un vélage ou un animal blessé ou chose comme ça, hein, mais le gars qui m'appelait pour le chien qui se gratte l'oreille depuis 3 jours à 10h du soir se faisait engueuler. Hein, et puis malgré tout, même si j'engueulais pas la personne qui m'appelait pour le vélage à 23h, je partais en gueulant, mais putain, mais quel métier de con, hein. Et donc mes enfants, en fait, ont passé leur enfance à m'entendre partir en visite en gueulant. Et il y a une anecdote qui est révélatrice en ce sens, qui est ma fille aînée, Mayanne, il y a le téléphone qui sonne, je crois qu'on était encore en Ardèche, donc elle devait avoir 5 ou 6 ans. M'entend répondre au téléphone, elle dit, et puis quand je raccroche, elle dit, ah, c'était pas un client parce que papa il a pas crié. Hein, donc, Ah oui. si tu veux, ils ont eu, et là, je pense que Christophe a mieux réussi, je dirais, la transmission que moi, puisque son fils va être veto. Mais je dirais avec une image de la profession comme ça, d'un père qui est traumatisé par les gardes et qui part en gueulant que son métier est un métier de con, je n'ai pas créé une vocation chez mes enfants, ça clairement pas. Hein. D'accord. Et je rebondis sur les appels qui sont sur les heures d'urgence, mais qui sont pas des urgences vraies au sens médical, même si ça peut être des urgences ressenties par les gens. Est-ce que des services de régulation téléphonique, c'était envisageable, ça n'existait pas à l'époque, ou c'était pas forcément comme Vétophonie ou les services que les cliniques peuvent payer en échange d'une régulation téléphonique? C'est quelque chose qui existait certainement, mais en tout cas dont la nécessité se faisait pas autant sentir dans le temps, parce que
Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu se développer, même mon jeune associé Mathieu, que tu connais et qui est chez nous depuis une dizaine d'années, là, le voit. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un développement en fait, des appels d'urgence en canine. Hein. Moi, quand je suis arrivé, c'était exceptionnel qu'on nous appelle entre minuit et 5 heures du matin, c'était exceptionnel. Et en particulier, c'était, la plupart du temps, c'était un village nocturne ou choses comme ça, de vraies urgences. Et maintenant, en fait, les gens hésitent de moins en moins à appeler. Alors, je ne sais pas clairement à quoi c'est dû. Est-ce que c'est, je dirais, l'habitude justement d'avoir maintenant avec Amazon, ou choses comme ça, un service disponible à tout instant. C'est-à-dire que maintenant, avec Amazon, tu peux commander à n'importe quand. Tu es servi, même livré le dimanche maintenant. Tu peux commander le vendredi soir à 23 h, tu vas recevoir ton colis effectivement samedi ou dimanche. Donc, est-ce que c'est ce phénomène, je dirais, de tout service disponible à tout moment qui, par contagion, je dirais, fait que le vétérinaire doit être, j'allais dire corvéable à merci, mais disponible à n'importe quel moment, c'est possible. Pour moi, la question à certains moments se posait clairement, hein, parce que tu as parfois des gens qui disent, qui t'appellent à 23 h, qui disent je vous appelle pour un renseignement. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ont, Oui, même conscience que c'est pas réellement une urgence, mais dans leur esprit, tu es de garde. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir des discussions tendues comme ça avec des gens qui t'appellent, tu leur fais remarquer qu'ils t'ont réveillé. Et ils te disent, mais si vous n'avez pas envie d'être réveillé, vous n'avez qu'à faire un autre métier. Ou de toute façon, vous êtes de garde, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Et à partir du moment où tu leur expliques que, ouais, mais la garde, je ne suis pas à attendre que le téléphone sonne. C'est-à-dire que je suis là pour répondre aux urgences vitales. Alors, tu as déjà certaines personnes qui vont être étonnées que le lendemain, tu dois travailler. Ah ben, de toute façon, heureusement, comme vous travaillez la nuit, demain, vous ne travaillez pas. Je dis, oui, qui travaille à ma place alors? Ah ben, vos collègues. Mais je dis, non, moi, je travaille aussi. Hein, donc, si vous me réveillez la nuit, après, j'ai du mal à me rendormir, je suis crevé. Donc ça, je suis prêt à le faire pour une urgence vitale, mais je ne suis pas prêt à faire juste pour répondre à vos angoisses, quoi. La régulation téléphonique, j'irais, le besoin s'en ferait sentir. Et là, ce qu'il y a, c'est que ça tombe à un moment où le travail que j'ai fait sur moi paie. Et donc, je dirais, le stress ressenti lors des appels de garde est comme infiniment moins important que ce qui pouvait être il y a encore quelques années. D'accord. Ça a été un bon travail alors. Ouais, c'est un travail qui est un travail encore en cours, et un travail de longue haleine. Hein. Ça consistait aussi à se rendre compte que, en fait, l'angoisse, on se rend compte de ces gardes, en fait, elle repose sur la peur de ne pas pouvoir faire. C'est-à-dire que, d'être trop fatigué après pour l'éventuelle urgence qui va suivre, ou le lendemain, pas pouvoir faire le travail convenablement, hein, ou d'avoir trop de choses en même temps, en fait, voilà, c'est la plupart des angoisses, des peurs et de la réaction violente qui s'ensuit, en tout cas pour moi, mais je suppose que c'est le même mécanisme pour la plupart des gens. Hein, ça part d'une anticipation en fait du problème, hein, de dire oh là là, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, donc ça c'est angoissant. Et donc le raisonnement, c'est en fait cet abruti qui m'appelle me met dans une situation en fait de détresse, et donc je réagis violemment. Et en fait, de se rendre compte que le fait d'anticiper le problème ne rend pas nécessairement le problème moins pénible, souvent au contraire. En fait, tu dépenses de l'énergie à t'inquiéter et après, tu vas devoir redépenser de l'énergie pour résoudre le problème. En fait, le fait d'anticiper, alors ça peut, dans certains cas, d'être prévoyant et d'avoir anticipé certaines choses peut te faire gagner du temps. Mais en général, c'est le fait de s'inquiéter avant, c'est souvent délétère. Je crois qu'on avait parlé effectivement du proverbe on cherchera le pont quand on arrivera à la rivière. Hein, ça, c'est quelque chose dont je suis complètement incapable pour le moment. Mais en tout cas, j'ai appris à ne pas chercher le pont avant même de savoir où est la rivière. Quoi. Hein, c'est ça le truc. Ok. Bon, en plus d'avoir pratiqué pendant plus de 30 ans, d'avoir fait des gardes, d'être maintenant co-administrateur du club SPQVA, tu as été pendant nombreuses années maintenant associé.
avec, si je me rappelle bien, une première association, c'était quand tu étais en Ardèche? Oui, c'était ça, c'était à Vernoux-en-Vivarais donc, Mm. et la Mastre, puisqu'on avait deux cabinets, un cabinet dit principal et un cabinet dit secondaire. Donc le cabinet dit principal était à Vernoux-en-Vivarais. Et en fait, on avait une association à distance avec Olivier Kiwi. Enfin, quand je dis on, c'était Pierre et moi à Vernoux. Et puis Olivier donc à la Mastre, hein, à 16 km à peu près. Alors je suis resté 7 ans en Ardèche, mais j'étais un an salarié en vue d'association, avec des débuts particulièrement difficiles en rural d'ailleurs. Et ensuite, j'ai été associé pendant 6 ans, effectivement. 6 ans. Et ça s'est terminé par une séparation où tu as quitté l'association au bout de 6 ans. Et je me demandais comment est-ce que tu as réussi à prendre la décision de quitter une association qui a déjà duré 6 ans et pour laquelle je me dis au début, quand on s'engage, on se dit que c'est pour la vie. Alors comment au bout de 6 ans, tu t'es dit qu'il fallait quitter cette association? Pour moi, sans vouloir charger mon ancien associé, hein, Pierre, hein, pour qui je garde beaucoup d'estime, hein, c'était pour moi une question de vie ou de mort, en fait, hein, de partir. C'est-à-dire que là où je partais, où je devenais fou, hein, c'est-à-dire que mon associé, en fait, bon, sans rentrer forcément dans le détail, mon ancien associé m'avait fait 2 fois le coup de dire je pars plus. Hein. Donc c'était la première fois qu'il y a vu un accrochage, à la suite duquel Pierre avait dit je pars, puis il partait plus. Bon, et moi entre-temps j'avais commencé à chercher à le remplacer. Hein, donc bon, il partait plus. Et puis il y a eu une deuxième décision où il avait décidé de créer cabinet à son compte, etc. Et pour un projet qui moi me semblait pas tellement abouti, mais bon, lui était sûr de lui. Alors. Et il était tellement sûr de lui, malgré mes objections, qu'il avait pris la peine de venir m'en parler à midi à ma femme Patricia et moi, pour nous exposer son projet, etc. Donc à telle date, il allait quitter l'association. Et là, j'ai prévenu Olivier, donc mon autre associé, que ce coup-ci, s'il changeait d'avis, je veux dire, c'est moi qui partais. Parce que là, il m'a déjà fait le coup une fois. Donc en février 2001, en rentrant de vacances de février, je trouve dans ma boîte aux lettres une lettre d'Olivier, même pas de Pierre, hein, mais d'Olivier disant oh là là, j'espère que malgré ce que tu as dit, tu partiras pas parce que je t'annonce que Pierre a décidé qu'il partait plus. Alors, donc réaction, ça a été une crise de nerfs d'abord, puis une hésitation parce que malgré tout, je m'entendais très bien avec Olivier. Et si je devais rester, ce serait pour lui. Et puis au bout d'une heure, j'ai dit non, c'est pas possible. Je peux pas rester pour faire plaisir à Olivier. Donc j'ai dit là, je vais péter un câble. Donc soit je deviens fou avec Pierre qui sait pas ce qu'il fait, s'il part pas, etc. Soit je m'en vais. Hein. Donc effectivement, tu crois pas si bien dire. Non seulement j'étais engagé, mais en plus j'avais des engagements professionnels. J'étais responsable de l'IBR pour le groupement technique vétérinaire, donc le GTV Ardèche, et on travaillait au niveau régional, donc avec les Lyonnais, notamment de Barneau à l'Arbrel, là, donc on avait une bonne équipe, hein, et on était relativement pionniers, parce qu'on était la deuxième région, Rhône-Alpes, à se lancer dans ce truc-là, hein, après je crois le département du Cher qui avait commencé en 97. Et puis, comme j'étais bien impliqué aussi, très dynamique au sein de la profession, j'ai été élu 9 mois, je crois, avant de décider de quitter l'association. J'ai été élu président du syndicat départemental. Et donc, en l'an 2000, j'avais contribué à co-organiser les rencontres nationales vétérinaires et notamment les rencontres étudiants vétérinaires en l'an 2000 à Lyon. Hein. Donc c'était quelque chose où j'étais très actif donc, au sein du syndicat. J'avais commencé à prendre des responsabilités. Et donc mon départ, ça a mis fin à tout ça. Quand tu parles du syndicat, c'est le C'est SNVEL? le SNVEL, ouais. D'accord. Mm. Ah oui, mais ces rencontres, elles existent toujours. Ces Ouais, rencontres elles étudiants existent vétérinaires. toujours. Donc à l'époque, c'était Rémi Gélé qui était président du syndicat, que
donc avec qui on avait bien sympathisé. J'avais également sympathisé avec un confrère de la Loire, donc qui n'était pas très très loin de chez moi, qui s'appelle Pierre Buisson, qui a été également président du syndicat pendant plusieurs années. Et donc, moi, quand je suis parti, ça a mis fin à tout ça. C'est-à-dire que ça m'a tellement dégoûté, d'ailleurs, de quitter tout ça, que j'ai complètement laissé tomber. Mais tu avais quand même l'envie d'être associé d'être associé ailleurs, hein, après avoir quitté cette association en Disons que Ardèche. je voyais effectivement des confrères qui exerçaient tout seuls en rural, et très honnêtement, je me demande comment ils faisaient. Parce que être de garde ou tout le temps, ou au mieux avec un salarié, donc ça signifie un soir sur deux, un week-end sur deux, pour moi, c'était pas une vie. Et donc la pratique rurale, qui était celle qui pour moi était la seule possible, hein, moi je suis venu à Commercy parce qu'il y avait des vaches aussi, n'était envisageable qu'en équipe, parce que ça permettait de je dirais, de mutualiser les efforts, hein, c'est-à-dire de partager les charges et de partager les gardes. Hein. Et donc, étant donné qu'il y avait eu, c'est même pas une mésentente avec mon ancien associé Pierre, c'est une absence de communication en fait. C'est ça, je m'en suis rendu compte. En fait, c'était que on vivait, on avait des conceptions du métier qui étaient complètement différentes. Et en fait, on vivait pas sur la même planète, et en fait, on parlait pas. Et quand on a commencé à parler, c'était quand déjà j'avais décidé de partir, et il était déjà trop tard. D'accord. Donc, on s'est parlé, j'ai vidé mon sac. Pierre m'a dit quelque chose du genre tu méritais pas ce que je t'ai fait subir, donc ce qui prouvait que c'était un mec bien, ce dont j'ai jamais douté d'ailleurs. Mais après, on ne s'est plus jamais reparlé. Hein, donc je suis parti en 2001. Je suis repassé quelques fois. Je ne sais pas si volontairement ou pas, il s'est arrangé pour pas être là. En tout cas, il n'était jamais là. Hein, donc je suis parti. Et même si je suis revenu après en Ardèche, j'ai revu Olivier et sa femme Emmanuelle. Pierre, je ne l'ai jamais revu. On n'a jamais reparlé. Et donc pour revenir à ce que je disais à propos de la nouvelle association, j'ai cherché avant tout une qualité d'équipe dans ma nouvelle équipe. Donc je voulais m'associer. Et donc ce que j'ai cherché, plus qu'une région attrayante où on a la mer, la montagne ou quoi que ce soit d'autre, hein, en Meuse, on sait bien, on est loin de la montagne, on est loin de la mer, c'est parfait. Mais on n'est pas si mal que ça en définitive. Hein. Mais voilà. Mais plus que ça, c'est vraiment l'équipe que j'ai choisie. Quand on a fait notre tour de France avec Patricia pour prospecter les clientèles, on a vu 8 clientèles en une semaine. Et quand il est arrivé le moment, c'était l'avant-dernier jour d'aller voir la clientèle ici à Commercy. Elle m'a dit, de toute façon, on ne va pas y aller, on va aller là. Hein, et donc, toi, quand on est arrivé, on a été reçu, on a mangé avec toute l'équipe chez Christophe. Christophe nous a hébergés. On a été reçus comme des princes, hein, je dirais. Et j'ai vu le dynamisme de Thierry, je dirais la rigueur budgétaire de Christophe et son envie de développer tout un tas de choses. Je me suis dit, ça donne des opportunités. Déjà, il faut bien le dire, c'est une clientèle où on gagne bien sa vie parce qu'il y a du boulot. Hein. Les régions où personne ne veut venir travailler, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc il y a du boulot. Hein, donc on gagne bien notre vie. En plus, avec des partenaires dynamiques, et Thierry était très enthousiasmant vis-à-vis de ça, c'est qu'il était pas que dépressif, il était aussi très dynamique, très impliqué dans la VAC régionale. Voilà, il avait un CES d'ophtalmologie, il était toujours très avide de partager ses connaissances, d'apprendre, de transmettre ce qu'il savait, etc. Quand on est remonté dans la voiture après pour partir vers Besançon, on avait une nouvelle clientèle à voir en Haute-Saône. Et j'ai dit à Patricia, si tu vois pas d'objection, c'est probablement là que j'ai envie d'aller. Hein, donc voilà, c'était, si tu veux, l'envie d'avoir une équipe. Et voilà, il y a eu une sorte de coup de foudre professionnel avec l'équipe de Commercy. Effectivement, dans les autres clientèles, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Il y avait, voilà, sans forcément rentrer dans le détail, mais il y avait des choses qui ne nous plaisaient pas dans la façon de fonctionner ou autre, quoi. D'accord.
Et tu as parlé du fait que avec Pierre, il y avait des divergences tellement fortes qu'elles ont mené à se séparer. Mais tu m'as déjà mentionné qu'avec Christophe, vous avez une divergence qui, moi, me semble assez importante sur la vision de ce que c'est une clinique par rapport aux gens qui travaillent dedans. Est-ce que tu pourrais redonner l'explication même si c'est un peu caricatural, de ta vision, celle de Christophe, en tout cas celle que tu perçois? Est-ce que tu pourrais me refaire l'explication? Je suis heureux que que tu aies eu Oui, l'idée de demander également à Christophe, parce qu'il va pouvoir présenter son point de vue, et à ce oui. moment-là, ce ne sera pas uniquement vu sous mon prisme, hein, mais je dirais que c'est très caricatural, effectivement, ce que je dis, et je dois le nuancer parce que c'est quelque chose que j'ai accepté en connaissance de cause en venant, hein, Mm. à Commercy. Mais effectivement, Christophe a une vision de la... Disons qu'il a un idéal dans sa vie, c'est d'avoir, et je crois utiliser ses propres termes, hein, une clinique où les gens seraient heureux de venir parce qu'on leur rendrait service. C'est quelque chose qui est complètement compréhensible. Le souci, c'est que poussé à l'extrême, cette logique peut conduire à il faut que le machin tourne coûte que coûte. Fût-ce au prix, dans certains cas, et là je le dis avec beaucoup de pincettes parce que c'est pas aussi clair que ça, fût-ce au prix parfois du bien-être de ceux qui y travaillent. Hein. C'est-à-dire que, grosso modo, pour caricaturer, plus on a de boulot, et mieux c'est. Hein, plus on a de boulot, et mieux c'est. Et moi, je suis dans une logique que j'ai pas forcément envie de faire plus de boulot si j'ai l'impression que je le fais mal. Alors moi, j'ai mes propres obsessions qui sont... j'ai une obsession du timing, hein, c'est-à-dire que je déteste être en retard. Je suis très angoissé si j'ai l'impression qu'il y a plus de travail que l'emploi du temps ne permet d'en faire. Si tu veux, c'est une forme de synesthésie, quoi. Je suis tellement obsédé du temps que je parviens à voir le temps comme un volume, hein, c'est-à-dire que tu as une espèce de gros ballon, si tu veux, qui est le temps imparti. Et si tu essaies de faire entrer ce gros ballon dans un endroit où il ne rentre pas, en fait, chez moi, ça crée un malaise qui est quasiment physique, et qui est physique. Hein. C'est-à-dire que je ne me sens pas bien, j'ai des palpitations, j'en ai quasiment, littéralement, des sueurs froides. Et quand on travaille avec un associé qui, lui, essaye d'en mettre toujours plus, ça finit par poser un problème. Et inversement, voilà, moi je suis tellement, ou j'étais du moins tellement obsédé par le fait d'arriver à faire le travail dans un temps imparti, que ça peut m'amener parfois à négliger des choses. La qualité du truc, c'est que je suis devenu capable quand même de faire une grande quantité de travail en un minimum de temps et en général bien, mais il peut y avoir des bugs, et ces bugs, ça consiste à parfois qu'un client peut se sentir mal reçu, ou ça peut être je peux passer à côté de quelque chose parce que je suis allé trop vite, hein. Mhm. Ça peut arriver. Hein, mais effectivement, inversement, parfois, Christophe ne se rend pas compte en fait, qu'on n'a pas la capacité pour bien faire le boulot. Hein. Et en particulier, le grand débat et la grande cause de souffrance que j'ai pu avoir et qui m'a mené à la limite du burn-out, c'était justement cette sensation de crier dans le désert, attention, attention, on commence à avoir trop de boulot, et ça va plus. Et il fallait toujours en rajouter davantage. On avait, quand on est sorti du confinement, comme tout le monde, hein, les vaccins en retard à rattraper. Et donc on était en équipe complète, on avait ouvert une colonne spécialement pour ça. Étant en équipe complète, après en avoir bien chié pendant le confinement, c'est-à-dire qu'on avait mis la plus grande partie, alors Léa était en congé maternité, Mylène avait été mise en chômage technique parce qu'elle est asthmatique. À l'époque, effectivement, le vaccin n'existant pas encore, les asthmatiques, ils étaient exemptés. Donc, on s'est retrouvés tous les trois à devoir bosser au lieu de 5. En plus, Mathieu a eu 15 jours où sa femme devait absolument travailler parce qu'elle travaille dans une pharmacie, et lui a dû garder ses gosses. Donc on s'est retrouvés, Christophe et moi, à bosser à la clinique. Alors certes moins de boulot, mais avec quasiment pas d'ASV, ou une ou deux. Et donc c'était l'enfer. Donc quand on s'est retrouvés en pleine équipe, normalement on aurait dû pouvoir souffler un peu. Mais non, on ne pouvait pas souffler, parce qu'il y avait les autres cliniques qui, elles, étaient débordées, se gênaient pas pour ne pas recevoir le chien qui se grattait. Et nous, il fallait qu'on reçoive le chien que la clientèle voisine avait refusé, qui se grattait, l'après-midi même. Et donc, on se retrouvait sous pression, alors même qu'on aurait pu être un peu cool. Et moi, personnellement, j'avais besoin de souffler. Et quand je demandais à Christophe, mais bon sang, mais pourquoi
Pourquoi est-ce que nous, on accepte ces chiens-là alors que nos confrères les prennent pas, alors que c'est leurs clients, quoi. Il me répondait, Tri, parce que c'est ton métier. Pour lui, c'était inconcevable de refuser à un Oui, client. mais parce que effectivement, il est dans la notion de service. Oui. C'est quelque chose effectivement où lui conçoit le métier profondément de vétérinaire comme un métier de service, et moi pas, ou alors, en tout cas, jusqu'à une période récente, non, quoi. Je considérais que j'exerce un métier scientifique où effectivement les gens viennent me voir, et mon défaut c'était écoutez, moi je suis le docteur, je vous fais l'honneur, je caricature bien évidemment, hein, Oui. je vous fais l'honneur de vous partager mon savoir, tu vois, je me donne pas le beau rôle dans l'affaire. Donc ça pouvait mener aussi à un comportement assez arrogant, déplaisant. C'est pas par hasard que parmi les vétérinaires de l'équipe, je suis quand même le seul à avoir un club de gens qui veulent pas passer avec moi, hein, et qui demandent à ne pas passer avec moi quand ils prennent rendez-vous. Donc je suis le seul. Je suis le seul. Et inversement, Christophe, lui, c'est celui qui a le plus de consultations personnalisées, hein, c'est-à-dire de clients qui souhaitent passer avec lui. Donc ça fait aussi partie des choses qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont amené à évoluer. Je crois que la juste mesure de ça se situe sans doute un petit peu entre les deux par rapport à nous, hein. C'est-à-dire qu'on a deux conceptions qui sont, maintenant que ça va bien, je dirais complémentaires. Quand ça a pu ne pas aller, effectivement, ça a pu être comme dans un couple, hein. On est un couple professionnel, et dans un couple, je dirais, amoureux, on peut avoir des scènes de ménage. Entre Christophe et moi, il y a pu y avoir des scènes de ménage sévères, qui sont heureusement résolues parce qu'on a toujours réussi à communiquer, hein, lui et moi. Et aussi parce qu'on a un troisième associé qui a une position médiane souvent entre nous, hein. Mathieu, qui a à la fois, dans un premier temps, peut-être un peu déséquilibré, en tout cas du point de vue de Christophe, je ne sais pas si tu en parleras ou pas, mais qui a déséquilibré un peu le binôme et l'équilibre qu'on avait créé après la mort de Thierry entre lui et moi. Et puis, malgré tout, moi, le Mathieu, c'était quelqu'un qui m'a fait énormément de bien aussi. Parce que, bon, d'un côté, il appuyait sur des points sensibles, il m'agaçait parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à gérer son temps. Mais d'un autre côté, ça fait maintenant quelques semaines que tu le côtoies, c'est quelqu'un qui est d'une bienveillance et d'une gentillesse extrême, et qui soit capable de me dire au moment où je l'engueulais, de me regarder avec son bon sourire et de me dire tu sais Tri, derrière ta forme un peu rugueuse. Alors ça, c'était un gros euphémisme parce que je l'engueulais vraiment sévèrement. Donc derrière ta forme un peu rugueuse, je vois ton intention. Et le message, c'était, contrairement à la majorité des gens qui voient en toi une espèce de fou furieux, quoi, moi je vois l'être humain malgré tout gentil que tu es, au fond. Et ça, c'était hyper précieux comme retour. C'est-à-dire que enfin quelqu'un me voit pas juste comme cette espèce d'ours qui fait peur à tout le monde. Et ça a été quelque chose d'assez décisif aussi. Alors, je t'ai parlé tout à l'heure des arts martiaux, des choses comme ça, mais je pense qu'on évolue avec des petites choses, des grandes choses. Les arts martiaux, c'est une chose. Ce regard de Mathieu sur une façon de regarder ma colère, hein, de dire ouais, mais en fait, tu gueules un peu, mais en fait, tu me fais pas peur, quoi. C'était ça qu'il me disait. Et c'était. Alors, on me voit pas, mais tu vois, j'en ai presque la larme à l'œil d'en parler, hein. C'était super émouvant et vraiment fort. Et malgré toutes ces divergences que tu as mentionnées avec Christophe, ça s'est pas terminé comme ça s'est terminé avec Pierre, puisque là, visiblement, vous êtes à l'équilibre, vous êtes plutôt stable dans votre association de ce que moi je perçois de l'extérieur. Qu'est-ce que tu dirais qui a sauvé, en quelque sorte, cette association qui, peut-être à un moment, avait frôlé la séparation à cause de vos divergences? Est-ce que c'est ce que tu disais avec l'arrivée de Mathieu, le troisième associé, qui avait peut-être plus de nuances ou qui est justement le juste milieu entre vous deux? Je pense que, comme je te disais, c'est d'abord le fait de communiquer. Et puis, moi, je fais un travail qui est, je dirais, plus spectaculaire. Je suis suivi, il y a une thérapie. Je parle beaucoup de ma propre évolution. Je publie même là-dessus. C'est-à-dire que je prends le monde entier à témoin de mon évolution. Christophe, lui, il est beaucoup plus pudique là-dessus. Je serais assez curieux d'entendre ce qu'il va te dire. Mais lui, il évolue aussi à sa façon. Donc, ce que je dirais qui a sauvé notre association,
C'est, je sais pas comment dire ça, c'est notre intelligence, j'allais dire. C'est-à-dire que qu'on a eu l'intelligence de ne pas nous enfermer dans nos propres schémas et stéréotypes et d'essayer quand même de faire bouger les choses. Et à partir du moment où l'ambiance se détend, alors je ne veux pas m'attribuer les mérites forcément de la détente, hein, mais en tout cas, moi j'ai cessé de lui donner des raisons, je dirais, de s'énerver ou de m'en vouloir, ou des choses comme ça. Et donc à ce moment-là, lui, il a bougé. Et également, il ne me donne pas, ou beaucoup moins, de raisons de lui en vouloir. Hein. Donc les choses ont avancé dans ce sens-là. Alors c'est pas toujours parfait, hein, c'est pas idyllique, mais je suis content d'entendre de ta part, toi qui es là depuis 3 semaines, que ça te paraît quand même assez harmonieux, ça va pas mal. Oui. Ouais, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, dont je t'ai parlé lors de nos promenades en voiture, là un petit peu quand on partait en visite, qui est qu'on avait quand même eu un audit de quelqu'un qui s'appelle Pierre Madevet, à qui je dois quand même rendre hommage, hein, parce que son intervention a été très intéressante. Même si quand il est arrivé, les relations entre Christophe et moi étaient bien arrangées déjà, il a fait des exercices alors qu'ils sont basés sur les différentes méthodes de développement personnel et de management, de coaching. Pour qui s'intéresse au sujet, c'est pas forcément hyper novateur, mais c'était bien fait et surtout de la part d'un confrère, hein, puisque Pierre Mathevé est un ancien vétérinaire, puis il a travaillé des années en laboratoire aussi. Donc Il de connaît, quelqu'un qui pouvait voilà, il comprendre les connaît très bien la contraintes. profession, etc. Donc je dirais ces outils pas originaux étaient utilisés intelligemment et notamment il a parvenu à bien définir les rôles de chacun qui n'étaient pas clairs. Christophe était de fait le leader de l'équipe mais ne l'assumait pas. Donc il a appris à assumer ce rôle-là. D'autre part, de nous montrer également qu'en fait on avait un but commun. Ça, le fait de s'opposer, c'est même pas une question que je m'étais déjà posée. En fait, je vivais un peu au jour le jour, ça c'est une tendance chez moi. Hein. Je t'ai dit au début de l'entretien que je me posais pas la question en fait de ce qui allait arriver à la fin de mes études. C'était, on verra bien quoi, à la limite. C'est un peu paradoxal pour moi qui suis sans arrêt dans Oui. l'anticipation et la projection. Mais ces choses, en définitive, les plus importantes, c'est des choses qui sont mises de côté, qui sont abstraites. Et pour moi, me demander ce que j'allais faire 5 ans après, en tout cas au moment de l'audit, je m'étais jamais posé la question. En nous faisant travailler sur, nous demander en tout cas comment on voyait la clinique dans 5 ans, Pierre donc a révélé qu'on avait en définitive le même projet. Et donc ça c'est quand même intéressant quand on travaille ensemble de se rendre compte qu'on veut aller au même endroit. C'était quand même quelque chose qui était intéressant pour la cohésion du groupe, quoi. Et rassurant, j'imagine. Et rassurant, ouais. Et presque étonnant pour moi. Je me suis dit, mince, mais en fait, je suis sans arrêt en train de gueuler qu'il nous met trop de travail. Malgré tout, il y a aussi quelque chose qui a fait beaucoup de bien. J'ai milité et je me suis battu pour qu'on ait une 6e vétérinaire qui arrive. Et donc, l'arrivée d'Estelle est, en tout cas de mon point de vue, le fruit d'un long combat et d'une longue négociation pour arriver à faire admettre à mes associés qu'on n'était pas assez nombreux pour le boulot qu'on avait. D'accord. Ça a quand même donné beaucoup d'oxygène parce que tu as vu en plus que Estelle, une fille qui est vraiment adorable, qui c'est très agréable de travailler. Donc là, réellement, son arrivée nous a vraiment changé la vie aussi. Et tu disais que ça avait permis de mieux définir, enfin de mieux décrire peut-être les rôles que vous aviez chacun. Toi, c'est quoi ton rôle dans la clinique ? Alors, je t'avais raconté déjà que Pierre avait donné un dessin où tu avais différents personnages qui jouaient un rôle sur un voilier. Tu avais la vigie, donc celui qui signale que la Terre est en vue, celui qui est à la barre, celui qui met les trucs dans la cale, etc., celui qui souffle dans les voiles. Et puis, tu en avais un qui était en train de se gratter la tête au pied du mât. Autant Christophe que moi, on m'a mis à cette place, quoi. Moi, je me suis mis à la place du gars qui est au pied du mât, qui se gratte la tête et qui se demande ce qu'il fait là, et Christophe aussi. Mathieu et moi avions tous les deux mis Christophe à la barre du bateau, et lui s'était mis dans celui qui enlève l'encre, c'est-à-dire qui lève les difficultés en fait de la clinique. Et les difficultés, en l'occurrence, c'était plutôt moi. Et donc Christophe a assumé son rôle de leader. Donc Christophe est clairement le rôle du leader, le moteur de la clinique, qui était le rôle que moi j'avais à Vernou. Et que je lui ai laissé complètement le leadership, effectivement, en arrivant
à son grand désappointement, parce que sur mon CV, il y a marqué que je faisais plein de choses, et je suis arrivé à commercier, j'en ai pas fait tant que ça. Et sinon, pour répondre à ta question concernant mon rôle, pour moi, le rôle, il est le rôle de maintenir une certaine qualité du travail de base. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans la volonté de ne pas progresser, mais je pars du principe qu'il n'est pas intéressant de construire un premier étage d'une maison si le rez-de-chaussée n'est pas suffisamment solide. Donc, si tu veux, je pars du principe que avant d'essayer de développer tout un tas de nouvelles compétences, un tas de nouveaux services, j'essaie déjà d'assurer convenablement le travail de base. C'est-à-dire, je dirais, si on reprend l'analogie du bateau, voilà, il y a effectivement le capitaine qui décide du cap et puis éventuellement qui est en grand uniforme et puis qui est dans la salle de bal, pendant qu'il y a un gars à la salle des machines qui met le charbon Oui. dans la chaudière. Tu vois. Moi, je me vois plutôt dans ce genre de choses. C'est-à-dire que, et là j'en viens justement à ce que je disais par rapport au type qui considérait que j'étais bon en obstétrique. C'est-à-dire que c'est bien effectivement de développer des services, de faire des tas de choses, de proposer tout un tas de suivis, de choses comme ça. Je parle pour la rurale, hein. Oui. Mais c'est aussi bien de savoir faire un vélage. Voilà, mon rôle, si tu veux, c'est de rester assez proche des fondamentaux de la clientèle, hein, mais sans pour autant vouloir absolument rester sur mes acquis. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'intéressent. Moi, j'aime bien, je me suis lancé un petit peu dans la dermato, je me suis mis à faire de plus en plus de lames, donc ça m'a relancé la cyto. Du coup, bon, j'ai quand même, il y a 10 ans, passé un CES d'hématologie, biochimie. Du coup, ça me relance le goût pour les choses-là. Donc, j'ai toujours, si tu veux, le goût de développer de nouvelles compétences, mais à mon rythme. C'est-à-dire qu'il faut me laisser le temps de le faire et j'ai pas envie de développer pour développer une activité. Bon, Ok. Et j'ai une dernière question, peut-être pour conclure. Avec toutes les années pendant lesquelles tu as travaillé, le fait d'avoir été associé, d'avoir quitté une association, d'avoir perdu un associé, du suicide, d'avoir surmonté des difficultés dans l'association actuelle pour finalement être à un état stable maintenant, et d'avoir aussi de recevoir la gratitude, par exemple de l'éleveur qui te dit que si toi tu t'y arrives pas, personne n'y arriverait au village. Est-ce que tu recommencerais Veto si t'étais ton toi plus jeune qui se lance dans les études, malgré le fait que ça part pas d'une vocation à l'origine? Est-ce que tu ferais Veto quand même? alors là encore, c'est intéressant parce que c'est une question que je me suis jamais posée. Puisque c'est hypothétiquement, de toute façon, c'est pas possible, donc je me suis pas posé la question. Mais la réponse à ta question est probablement oui. Probablement oui, parce que voilà, c'est quelque chose qui m'a quand même apporté. Je pense que je ne serais pas ce que je suis, et somme toute, à 56 ans maintenant, je suis plus heureux et plus serein, je pense, qu'à 20 ans. Je pense qu'on fait un beau métier, que comme on l'a dit, c'est un métier qui est divers, enrichissant, basé quand même plus sur les relations humaines, quasiment plus que sur les relations avec les animaux, donc qui comprend les relations avec les animaux aussi. Donc un métier d'une richesse qui est vraiment chouette, hein, d'une diversité. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il y a aussi des difficultés avec cette fameuse permanence et continuité des soins là, qui pose tellement de problèmes à de nombreuses consoeurs et confrères. Je pense que, ouais, je ne regrette pas. Bon, bien sûr, si j'avais la possibilité de réécrire l'histoire, il y a plein de choses que j'aurais gérées complètement différemment, dans le relationnel, dans la façon de voir, mais voilà. Mon parcours, je le souhaiterais un petit peu moins chaotique, mais le métier, oui, le métier me plaît. J'ai rencontré des tas de gens passionnants, que ce soit effectivement dans le boulot, en dehors, sur le groupe notamment, qui est le groupe des amis là, avec lesquels d'ailleurs on va partir passer un week-end au mois de mai, là, devenu vraiment un groupe important quoi, pour moi, hein. C'est des gens vraiment importants. Donc voilà.
Donc c'est un oui. C'est un oui, c'est un oui. En plus, c'est un oui, de ce que je ressens, pour la partie communautaire et finalement relations humaines, alors qu'au départ, et c'est ce que tu disais au début, ça faisait partie du défi. Ah oui, au début, c'est mon plus gros handicap, c'est ça, hein. Mon plus gros handicap reste effectivement le relationnel. Mais je t'ai dit aussi que l'envie de faire de la clientèle, et notamment de la rurale, m'a été donnée aussi Mm. par le relationnel. Et le fait d'être C'est vrai. accueilli comme ça en Dordogne, et c'est vrai que ces gens, en fait, par leur accueil, m'ont donné l'impression de faire partie des leurs. Et le fait d'être accepté comme ça, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire ça. Vraiment, ça m'a poussé à ça. Si je dois avoir un dernier mot pour les jeunes consoeurs et confrères, c'est chouette la rurale, là. Venez. Eh ben, merci Tri, merci pour les bouts de ton parcours de veto. C'est très chouette de discuter, c'était très intéressant. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu ou qu'il a suscité une réflexion, l'espace commentaire est ouvert. D'autres épisodes de ce podcast sont d'ores et déjà disponibles.